Bonjour et bienvenue à Quoi de neuf dans le monde FinOps avec les nouveautés de juillet 2023. Donc juste pour mettre un peu de contexte, Quoi de neuf dans le monde FinOps c'est la version française de What's New in Cloud FinOps, qui est un podcast que je fais avec mon ami Stephen Old tous les mois. Et j'ai donc créé une version française. Alors la première nouveauté nous vient de chez AWS, donc chez Amazon, DocumentDB, qui avec la MongoDB compatibilité, permet maintenant d'avoir une compression des documents. Donc ça utilise l'algorithme LZ4 qui permet de réduire les documents jusqu'à 7 fois, d'aller rendre les documents jusqu'à 7 fois plus petits. Et donc rien n'étant 7 fois plus petit, on va évidemment payer moins pour le stockage et aussi pour les informations de transfert des données entre la mémoire et le système de stockage. Donc il va y avoir des réductions dans ce qui est en Angleterre Storage and I/O Costs. Le suivant, c'est toujours chez AWS, c'est que maintenant on peut voir les savings plans, les effets des savings plans, les recommandations des savings plans visuellement dans le système, dans le cost management. Donc il est possible de maintenant de voir à quoi ressemblent les savings plans que l'on a en ce moment et comment est-ce qu'on peut les utiliser, qu'est-ce qui reste à optimiser, etc. Donc c'est assez utile, parce que moi tout ce qui donne plus d'informations, moi je suis pour. Troisième, toujours chez AWS, c'est que pour AWS Billing Conductor, qui s'appelle aussi ABC d'ailleurs, l'idée c'est qu'on a des groupes de billing qu'on a créés, que jusqu'à maintenant il fallait toujours manuellement insérer des nouveaux accounts. Donc si on crée un nouvel account, il fallait manuellement le rajouter à un billing group. Maintenant ça peut se faire automatiquement, donc on peut avoir des masters ou des payers, et tout ce qu'on rajoute dessous va automatiquement être rajouté. On continue, donc c'est toujours chez AWS. Maintenant, on peut voir dans la Billing Console, dans la console de paiement, on peut voir combien il reste à payer. Donc ça, jusqu'à présent, moi j'avais toujours pensé que chez Amazon, il fallait toujours payer dans les 30 jours et que c'était toujours très clair, mais maintenant, il y a aussi, on peut voir qu'est-ce qu'il reste à payer. Donc je pense que c'est très utile si vous achetez beaucoup de savings plans ou de reserved instance à l'avance, et donc tout d'un coup vous allez par exemple acheter le 12 du mois plein de trucs, et à ce moment-là vous allez devoir vous allez avoir payé un certain truc d'argent qui ne fait pas partie du cycle standard de Amazon, et je pense que c'est assez utile de pouvoir voir qu'est-ce qu'on doit et quelle va être la facture, on va dire standard, et quelle va être la facture des autres choses rajoutées derrière. Et ça va bien avec aussi, ça se mélange bien avec l'autre amélioration qu'ils ont fait, je crois que c'était le mois dernier, où si on achète plusieurs choses dans la même journée, toujours, surtout, on paye à l'avance pour des reserved instance ou des saving plans, ils vont tout agréer, ils vont tout mettre ensemble, dans une seule facture journalière. Donc ils commencent à rendre l'achat des reserved instance saving plans un petit peu plus compatible avec la gestion financière. Donc ça c'est cool. Ensuite, on avait deux nouveautés, si je ne me trompe pas, chez Google. Donc chez Google, on avait que maintenant il est possible d'avoir les prix standards. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on ne pouvait avoir que les prix avec ristourne si on avait des ristournes. Dans les documents, dans le fichier qu'on reçoit sur BigQuery, maintenant il est aussi possible, donc je ne sais pas s'ils ont rajouté une colonne, mais il est possible de voir aussi le prix qui est on demand, qui est payé si on n'avait pas de réduction. Ça permet d'avoir, quand on a dans la même ligne les prix réduits et les prix non réduits, les prix appelés plein tarif, de comprendre effectivement combien d'argent a été sauvé. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous voulez le chercher, donc comme d'habitude, je vais mettre dans le transcript, je vais mettre tous les liens qu'on a utilisés ou les informations, mais l'idée c'est que vous pouvez chercher List Prices Now Available in Cost Data Export. Et toujours aussi, donc chez Google, vous pouvez maintenant, on peut avoir
prix. On peut avoir donc toutes les list price, donc on peut avoir comment ça s'appelle le catalogue des prix via une API sur Google. C'est quelque chose qui peut se faire chez Amazon depuis pas mal de temps, mais souvent j'avoue que chez Amazon la qualité de la donnée est assez pourrie. Pas pourrie, mais bon, régulièrement il y a des petites erreurs. Alors que là, donc ça n'existait pas sur Google, maintenant ça va être disponible. Alors c'est toujours en preview, ça veut dire que c'est pas encore là, mais ça arrive. L'autre chose qui est assez importante, c'est qu'il y a beaucoup de réductions de coûts chez Google qui se font avec un niveau du SKU, donc au niveau de la ligne, au niveau du service très très précis. Et avoir donc tous les prix permet après de contrôler, de valider qu'on a bien reçu les bonnes ristournes et autre chose comme ça. Et ça va nous finir toute la partie qui était de visibility. Donc maintenant on passe sur la sauvegarde de données, on est chez Azure. Alors ça on a un petit peu hésité avant de le mettre effectivement dans la liste. Bon, c'est si vous utilisez du HPC, donc de la High Performance Computing, il y a un système pour la gestion de stockage qui s'appelle Lustre, et qui jusqu'à maintenant n'était pas disponible sur Azure, et qui maintenant est effectivement disponible sur Azure, géré par Azure, donc vous pouvez utiliser ce nouveau file system pour vos applications un peu particulières. Si vous ne savez pas ce que c'est que le HPC, vous inquiétez pas, c'est-à-dire vous ne l'utilisez pas. Donc après on a les instances, alors là il y en a une belle quantité. Donc chez Amazon on a les M7i Flex et les M7i. Donc le i indique que c'est de l'Intel, donc ce sont des processeurs Intel, non pas AMD ou Graviton, qui sont marqués par les lettres A et G. Donc ça c'est de l'Intel. Le truc qui était intéressant, donc Intel était un peu à la bourre, et là ils ont proposé une nouvelle version qui s'appelle Flex. Alors Flex coûte 5% moins cher, ce qui est ok. Ce qui serait bien, c'est pas énorme, mais bon, ok. Mais en échange, il semblerait que le processeur de base tourne à 40% de l'utilisation standard. Donc, de base, tu vas consommer moins d'électricité, donc c'est probablement grâce à ça qu'ils arrivent à réduire le coût de 5%. Il peut aussi augmenter pendant 95% du temps à pleine puissance. C'est pas exactement très clair quel est vraiment l'avantage du Flex. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une autre type d'instance, encore, donc on a encore plus d'instances. S'ils commencent à mettre du Flex dans tous les trucs, on n'a pas fini encore, c'est-à-dire qu'on va doubler la quantité d'instances, mais bon. Donc voilà, donc on a la M7i et la M7 Flex i. Si vous avez besoin de l'Intel, si ça marche bien pour vous, ça sera superbe. Donc c'est la dernière version du processeur Intel, 15% plus rapide. Donc voilà. Ensuite, nous avons, donc on en parlait tout à l'heure de la HPC, on parle aussi de Generative AI, donc l'intelligence artificielle générative. Donc il y a une nouvelle type d'instance qui est la Amazon P5, qui sont faits pour la Generative AI, donc l'intelligence artificielle générative, et pour le HPC, donc le High Performance Computing. Elles sont équipées, donc ces instances P5, de l'NVIDIA H100 Tensor Core GPU. Elles sont vraiment faites, ce sont les meilleures pour le Deep Learning and High Performance Computing. Et elles peuvent accélérer jusqu'à 6 fois le temps pour arriver à une solution. Elles réduisent jusqu'à 40% des coûts pour entraîner des systèmes de machine learning comparé aux générations précédentes de GPU. Et donc elles sont disponibles, c'est vraiment fait pour des LLM, donc si vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sont des gros modèles qu'on utilise aujourd'hui maintenant depuis ChatGPT pour de l'intelligence artificielle générative. Donc voilà, amusez-vous bien. L'autre truc qui sort, donc c'est la C7GD, la M7GD, le R7GD, donc le G indique que c'est des gravitons, donc ce sont des gravitons 3. Et le D indique que s'il y a du disque local, et dans ces cas-là, c'est un NVMe SSD. Et donc, si vous avez besoin d'avoir le dernier
le dernier graviton, dans le graviton 3, et vous avez besoin d'informations locales, donc d'avoir l'accès à l'information, donc le stockage très proche, vous pouvez utiliser ces instances. Donc la C7 va être beaucoup plus sur la CPU, la M7 c'est la mémoire, la R7 c'est en général. C'est un truc général. Elles donnent des très bons... Donc il y a du bandwidth de jusqu'à 30 gigas par seconde. Mais localement, on peut aller jusqu'à 2 disques de presque 1.9 Tera. Donc 2 disques de 1.9 Tera, ça pourrait être plutôt cool si on a besoin de beaucoup d'espace. Mais alors ça, c'est du gros, ça doit coûter une blinde. Ensuite, on a Upstream. Donc Upstream 2, toujours chez Amazon, ils ont lancé l'instance qui s'appelle la G5. Donc la G5 sur Upstream, ça va permettre de créer virtuellement, donc à distance, des workstations graphiques. Donc si vous faites du travail graphique très avancé, il est possible d'avoir ça directement maintenant chez Amazon. Le suivant, c'est chez Azure, c'est en public preview, donc c'est pas encore vraiment disponible, mais ils ont créé des générations, ce qu'on appelle burstable. Ça veut dire qu'on peut utiliser un petit peu, ce sont pour toutes ces applications qui utilisent pas beaucoup de processeurs, de puissance du processeur, mais qui de temps en temps en ont besoin de beaucoup. Ça arrive par exemple une gestion de fiches de paye ou un site web qui est spécialisé pour le marketing, donc qui va effectivement réagir ou avoir besoin de capacité uniquement quand que quelque chose de spécifique arrive, donc c'est rare. Et elles s'appellent, ce sont les BSV2, les BASV2 et les BPSV2. Donc voilà, ça c'est chez nos copains de chez Azure. Ils nous disent qu'elles sont 15% ou plus de price performance et elles ont 5 fois plus de bandes pour le réseau et 10 fois plus que pour le storage par rapport à la version à la série P V1. Ensuite, nous avons aussi, toujours en public preview, toujours chez Azure, il est possible de redimensionner des dedicated hosts. Donc l'idée, c'est pas du métal là, ça veut dire qu'on dit, quand on décide d'acheter pas une virtual machine, mais une place pour mettre des machines virtuelles qui prend tout l'ordinateur. Normalement, dans le passé, il était impossible de les augmenter, de les réduire. Là, maintenant, il semblerait que c'est toujours en preview, mais qu'il est possible de redimensionner ces hosts. Ça veut dire, techniquement, j'imagine qu'ils vont transférer toutes les VM qui sont sur une machine, sur une autre machine plus puissante ou moins puissante, suivant le mouvement. Et donc, ça va pouvoir augmenter ou diminuer les coûts sans avoir d'impact sur ce qui tourne en ce moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc là, on passe dans ce qu'on appelle la sustainability, donc on va dire plutôt le Green Ops. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir, en Angleterre, ils vont commencer à créer un truc, ils vont créer un standard pour expliquer comment les entreprises doivent présenter les informations liées au carbone. Alors, c'est bien, d'un côté c'est super que ça avance, je trouve que c'est vachement bien, de l'autre côté c'est un peu dommage que ce soit que l'Angleterre, que le Royaume-Uni, mais aussi l'autre chose c'est que je crois que c'est une idée d'un moment de peut-être on va. Enfin, ça n'a pas l'air très concret leur truc, mais bon, c'est toujours mieux, j'aime beaucoup avoir des avancées dans ce milieu. Alors ensuite, on est dans tout ce qui est un petit peu fou, ce qu'on ne savait pas mettre, ce qu'on ne savait pas où mettre. Ok, d'accord, on a trouvé des informations qui sont intéressantes, mais on ne savait pas trop où les mettre. Donc la première nous vient de chez Amazon, qui est que Lambda, donc qui est le serverless, le système serverless, va arrêter tous les appels récursifs au bout de 16 fois. Ça veut dire que si on a une fonction qui appelle une autre fonction, ou qui se rappelle elle-même, ça va arrêter au bout de 16 fois parce que, historiquement, il y avait des petites histoires d'horreur très sympas d'une fonction qui s'appelle elle-même, et ça commençait à créer quelque chose comme 1 trillion d'appels qui commence à coûter très très cher. Alors que maintenant, ils disent que sur SQS, donc la série de queue, Lambda et SNS, ça va tout bloquer à partir de 16 appels récursifs. Alors, il faut quand même qu'ils soient récursifs. Donc si vous êtes planté que c'est une fonction qui appelle une autre fonction, qui rappelle la première, qui rappelle la deuxième, ça je ne suis pas sûr que ça va les arrêter. Suivant, donc c'est toujours chez Amazon et il y a 2 nouveautés qui sont liées ensemble, qui sont à propos des IP publics.
Et donc maintenant, il est possible de voir combien d'IP publics on est vraiment en train d'utiliser, comment on les utilise, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça permet d'avoir une vue complète de toute l'utilisation des IP publics et IPv4 dont on est en train de parler. Et tout ça, c'est lié, d'avoir cette visibilité, c'est important, parce qu'à partir de février 2024, c'est février, je crois bien, oui, Amazon va commencer à faire payer 0,005 $ par heure par IP, IPv4 public. Ça veut dire c'est à peu près 40 $ de l'année, ce qui d'un côté n'est pas trop, mais en même temps c'est quand même beaucoup pour une ressource qui jusqu'à maintenant, quand elle était utilisée, était gratuite. Donc faites gaffe, j'espère que ça va avancer un petit peu vers l'IPv6. Moi j'ai passé je ne sais plus combien d'années en IPv6 à apprendre comment ça marchait et à pas pouvoir l'utiliser. Donc ensuite, on a chez Azure, donc chez Microsoft DevBox est maintenant disponible. Donc c'est une solution virtuelle qui permet aux développeurs de mettre en place rapidement des workstations déjà préconfigurées. Donc ça permet de commencer immédiatement si vous avez quelqu'un de nouveau qui commence ou si vous avez des configurations standards. Il est possible d'avoir des workstations qui ne sont pas vos ordinateurs. Vous allez directement en ligne. Et hop, vous avez directement votre workstation avec tous les instruments dont il y a besoin, qui marchent, qui sont superbes, et youpidou. Et tout ceci conclut juillet 2023 de quelle nouveauté dans le monde, enfin, quoi de neuf dans le monde FinOps? Non mais je vais arriver à m'en rappeler de comment s'appelle mon podcast en français, hein, mais vous inquiétez pas, j'y arriverai.